Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Magali Girard. Je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de nos midi-webinaires, une présentation bien spéciale d'un de nos chercheurs émérites au SIX. Je pense que M. Fortin peut se passer de présentation, mais je vais quand même donner quelques éléments d'information. Et puis voilà. Alors, il me fait plaisir d'accueillir le professeur Pierre Fortin, professeur émérite en sciences économiques à l'UQAM, puis aussi membre de la Société royale du Canada. Ses travaux de recherche ont porté sur la croissance et les fluctuations économiques, le marché du travail, les politiques monétaires. Et puis aujourd'hui, M. Fortin nous présente des travaux qui ont été publiés à l'automne dernier dans l'analyse de politique et pour lesquels la Fédération des cégeps lui a décerné le prix Guy Rocher. Donc, cette présentation-là porte sur l'effet initial de la création des cégeps, sur la scolarisation des jeunes Québécois, ainsi que les grandes tendances de la fréquentation scolaire et l'obtention des diplômes au niveau postsecondaire. Et puis, c'est ça, les microdonnées du recensement ont été utilisées pour cette étude. La présentation est enregistrée comme d'habitude. Il sera rendu disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à partager quand elle sera disponible. Le professeur Fortin va faire sa présentation. Il m'a dit qu'elle allait être courte et ensuite, on va avoir une période de questions et on va terminer au plus tard à 13 heures. Je vous invite pendant la présentation à utiliser le chat ou la section questions et réponses. Puis, il vous sera aussi possible pendant la période de questions à prendre la parole juste au moment approprié, là, levez votre main, puis je vais pouvoir vous repérer. Donc, je ferme ma caméra et je laisse la parole au professeur Fortin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Ma présentation va durer 12 minutes et 55 secondes, peut-être un peu plus s'il y a des interruptions. La recherche que nous avons entreprise il y a quelques années, c'est avec Natalia Michagina de l'Institut de recherche en politique publique, l'IRPP, et Jimmy Royer, qui est professeur associé à l'Université de Sherbrooke et vice-président du groupe d'analyse ici à Montréal. Donc, c'est avec Nat et Jimmy que j'ai passé quelques années à étudier l'impact du cégep québécois sur la scolarisation des jeunes. J'ai eu beaucoup d'aide de la part du CIQSS et notamment de Catherine Haeck à l'UQAM. Donc, malgré, donc c'est toujours un peu lent, un peu long à obtenir la communication. Donc, je commence ma présentation. Comme vous savez, le Cégep, c'est une institution postsecondaire qui est spécifique au Québec, qui a été créée par une loi du Parlement provincial en 1967. Et je vais faire un bref rappel du contexte à l'époque. C'était une forte pression démographique. Il y avait un défi de formation en technologie qui était croissant, un gros retard de scolarisation de nos jeunes Québécois et un fouillis d'institutions disparates au Québec. Des réformes scolaires avaient lieu au même moment dans d'autres provinces, comme les CATS, les College of Applied Arts and Technology en Ontario, par exemple. Il y a eu une convergence de vision à l'époque aussi sur le plan politique entre les intellectuels, les administrateurs et les politiciens. Les intellectuels, Monseigneur Parent, administrateur Arthur Tremblay, puis les politiciens, M. Gérin Lajoie et Jean-Guy Cardinal. Le concept du cégep était basé sur une première année générale, une filière préuniversitaire de 2 ans obligatoire pour accéder à l'université, une filière technique de 3 ans et le bac universitaire qui a été raccourci de 4 à 3 ans. Les avantages recherchés étaient une libération précoce de la fatigue du secondaire, la gratuité scolaire, une transition adoucie à l'université, pas de spécialisation prématurée, les changements d'orientation facilités, une couverture géographique de l'institution étendue,
Le transfert du DEC technique à l'université rendu possible, contrairement à l'Ontario d'ailleurs. Le bac universitaire en 16 ans comme ailleurs en Amérique et un système identique pour les francophones et les anglophones. Les cégeps, les franco ont été ouverts entre 1967 et 1971 et les anglos entre 1969 et 1972. Donc, la recherche que Natalia, Jimmy et moi venons de publier adopte ici une perspective à long terme qui compare l'évolution de la fréquentation scolaire et de la scolarisation au niveau postsecondaire au Québec avec celle de l'Ontario. Donc, notre approche est macroscopique, comparative et à long terme. C'est mon habitat préféré, évidemment, comme chercheur. Notre recherche se divise en deux parties. La première, dans la première, nous commençons par décrire les tendances à long terme de la fréquentation des établissements postsecondaires dans les deux provinces. La diapo numéro 5 illustre la progression de l'effectif postsecondaire non universitaire, justement, cette diapo-là, de 1960 à 2018 au Québec et en Ontario. Alors, vous voyez immédiatement que la poussée a été particulièrement forte, vigoureuse au Québec, étant donné le passage obligatoire par le cégep des étudiants qui se destinent aux études universitaires. Puis par la suite, il y a eu un important ajout de programmes techniques courts au cégep à partir de 1980. La diapo suivante, la 6, quant à elle, fait ressortir un phénomène qui est assez surprenant. Vous allez voir, à savoir la quasi-égalité de la fréquentation universitaire en équivalence au temps plein dans les deux provinces depuis 35 ans. C'est toujours la statistique, c'est le rapport entre le nombre d'inscriptions universitaires et la population de 18 à 21 ans. Alors, quelle est l'origine de cette égalité-là entre la fréquentation scolaire dans les deux provinces? C'est que d'une part, la fréquentation à temps partiel a été 2 fois plus importante au Québec qu'en Ontario. Donc, c'est très fort au Québec. Et d'autre part, la fréquentation à temps plein au Québec a été inférieure seulement de 11 à celle de l'Ontario, en dépit de la réduction de 25 de la durée des programmes de bac. Donc, on serait attendu de programme de bac, là, que le bac a fait passer, la réforme a fait passer le bac de 4 à 3 ans. Et donc, on serait attendu une réduction de 25 mais la réduction du temps plein a été seulement de 11 au Québec par rapport à l'Ontario. À n'en pas douter, donc, la propension des diplômés des cégeps à fréquenter l'université, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, a été comparativement forte. Et comme vous voyez sur le graphique, elle l'est encore aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on passe la fréquentation scolaire à la scolarité atteinte, la diapo 8, donc la suivante maintenant, cette diapo-ci que vous voyez commence par montrer que le pourcentage des jeunes adultes détenant un diplôme postsecondaire, c'est-à-dire professionnel, collégial ou universitaire, était de 4 points pourcentage plus élevé au Québec qu'en Ontario en 2021, c'est-à-dire de 76 contre 73, 3 points de plus, alors qu'il était inférieur de 8 points en 1971, c'est-à-dire de 35 contre 43 Donc, non seulement le Québec a compensé l'écart, mais la fréquentation totale de professionnels collégiales ou universitaires, pas seulement la fréquentation, mais le nombre de diplômes était plus élevé parmi les 25-34 ans maintenant au Québec qu'en Ontario. Il importe de préciser toutefois que cet avantage de 4 points du Québec en scolarité postsecondaire atteinte en 2021 était le résultat net d'une avance de 10 points en dessous du niveau du bac universitaire et d'un retard de 6 points au niveau du bac. Alors, je m'exprime comme suit. Si on revient à la diapo antérieure, on a une avance de 10 points au-dessus, c'est-à-dire une avance de 10 points sur l'Ontario en dessous du bac
universitaire, mais on est en retard de 4 points, de 6 points au-dessus du bac. Par conséquent, ce qui attire l'attention, évidemment, c'est la concentration de la domination du Québec dans le professionnel collégial universitaire en dessous du bac universitaire. Bon, bien évidemment, comme les détenteurs de diplômes moins avancés ont passé moins de temps à l'école, si on va à la diapo suivante, dans le décompte brut des diplômes obtenus, ça se trouve réduit, évidemment, quand les diplômes sont pondérés par le nombre d'années de scolarité. Par conséquent, vous voyez qu'en 2021, le nombre moyen d'années de scolarité effectivement complétées par les jeunes adultes est en fait à peu près égal dans les deux provinces, c'est-à-dire 15 années et demie, alors qu'au moment de la réforme en 1971, l'Ontario détenait un avantage d'une année, point 2 de scolarité sur les jeunes Québécois. Pourquoi donc les jeunes Québécois continuent-ils à être moins nombreux que les jeunes Ontariens à obtenir des grades de baccalauréat, en dépit de la quasi-égalité des taux de fréquentation universitaire équivalence à temps plein dans les deux provinces? Une recherche préliminaire de Robert Lacroix et Louis Maheu de l'Université de Montréal. Bon, OK, c'est pas l'UQAM, mais tout de même, ils viennent de l'Université de Montréal, c'est pas tout mauvais là-bas. Ils ont récemment, Robert et Louis, mis l'accent sur le rôle joué par l'expansion des programmes courts à l'université. C'est avéré très importante au Québec, mais beaucoup moins ailleurs au Canada. Par exemple, en 2018, 42 des sanctions de premier cycle universitaire ont été des certificats ou des attestations de programmes courts au Québec, mais seulement 2 en université. Donc, 42 chez nous, programmes courts, attestation, certificat de programme court, et 2 en Ontario. Cette différence notable entre les deux provinces ne semble pas attribuable à la présence de cégep, mais à d'autres facteurs qui sont de nature démographique et financière, comme par exemple les Anglo-Québécois. Ça ressemble beaucoup plus à l'Ontario, leur accès au baccalauréat que dans les universités francophones, que les Franco-Québécois. OK. Et dans la seconde partie de notre recherche, nous avons mesuré, ça c'est la première partie de notre recherche. En gros, le résultat, c'est que le cégep semble avoir contribué à faire augmenter de façon importante la scolarisation des jeunes Québécois, faire augmenter, même égaler la fréquentation universitaire ontarienne. Cependant, il y a une forte concentration dans le post-secondaire, il y a une forte concentration dans le professionnel et le collégial par comparaison à l'universitaire, où les jeunes Québécois sont moins scolarisés que les jeunes Ontariens au niveau du bac ou au-delà. Dans la deuxième, donc, il y a du positif, et, mais dans la deuxième partie de notre recherche, on a été dans les micro-statistiques et on a mesuré les écarts de scolarité entre les résidents du Québec nés au Québec et les résidents de l'Ontario nés en Ontario. Donc, on enlève les expériences immigrantes. D'une part, pour les cohortes qui avaient 17-18 ans immédiatement avant l'ouverture des cégeps, et d'autre part, pour celles qui ont eu cet âge immédiatement après l'ouverture des cégeps. La différence entre ces deux écarts de scolarité entre Québec et l'Ontario, juste avant et juste après l'arrivée des cégeps, ça constitue notre estimation de l'impact du lancement des cégeps sur la scolarité. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est la méthode, on a appliqué la méthode classique de différence aux répondants. On a fait ça aux répondants du grand échantillon de 20 du recensement de 2001. Nous avons traité séparément 4 groupes distincts du Québec, les hommes et les femmes, les francophones et les anglophones.
Nos observations couvrent beaucoup de francophones, à peu près 35 000 francophones, mais seulement 2 000 anglophones, parce qu'ils sont très nombreux à être à la fois nés au Québec et y résider encore au moment du recensement de 2001. Bon, évidemment, ça va se refléter dans nos résultats. Théoriquement, l'effet des cégeps sur le nombre total, non, retourne en arrière, encore en arrière. C'est ça. Théoriquement, l'effet des cégeps sur le nombre total d'années de scolarité pouvait être positif par effet de démocratisation ou négatif par effet de diversion. Pour les francophones des deux sexes, notre effet estimé est positif, important et précis. Il se traduit par une hausse moyenne de scolarité de 6 mois, ce qui est considérable là, pour le nombre d'années de scolarité passées le secondaire. Pour nos petits échantillons d'anglophones, l'effet estimé pour les femmes est semblable à celui des francophones, qui est de l'ordre de 6 mois, mais un peu moins précis. Et pour les hommes, par contre, l'effet est très variable. Il y a des hommes anglophones partout sur la map, mais c'est un groupe qui est très diversifié d'ailleurs. Et on a identifié, après ces résultats-là, c'est-à-dire un effet important et précis de 6 mois d'addition à la scolarisation des francophones et de 6 mois aussi aux femmes anglophones, mais un peu moins précis. On a, après ça, identifié plusieurs facteurs qui auraient pu être confondants euh, dans notre estimation de différence, dont l'occurrence aura pu, pendant le traitement, affecter l'interprétation correcte des effets estimés. Bon, donc, on a regardé des facteurs comme la démographie, la géographie, la durée prolongée de l'adaptation au-delà de 1972, la création des CATS en Ontario. Donc, on regarde la différence avec l'Ontario, mais comme ça augmentait aux CATS, possiblement, mais là, ça sous-estime l'effet, notre 6 mois sous-estime l'impact. L'abolition des collèges classiques également, qui est très importante parce que les collèges classiques, ça prenait 8 ans, alors que les cégeps, ça prend beaucoup moins de temps. Et par conséquent, l'allongement de 6 mois ça n'inclut pas le fait qu'il y a 4 ou 5 de la population de jeunes Québécois qui ont dû avoir une augmentation plus importante que les 6 mois parce que le cégep prend moins de temps que les collèges classiques. Et tout compte fait, donc, ces facteurs-là donnent à croire que nos estimations de 6 mois sur l'effet de la scolarité errent du côté conservateur. On conclut donc que, tel qu'envisagé au départ par les fondateurs, la création des cégeps a contribué de façon importante et significative à l'augmentation du nombre d'années de scolarité des jeunes Québécois, bien que le cégep ait été souvent, périodiquement, accusé de nuire au développement des universités, de freiner l'acquisition du grade de baccalauréat et d'isoler le Québec du moule scolaire nord-américain. L'important appui populaire à cette institution-là s'est jamais démenti et va probablement assurer la pérennité de l'institution. Néanmoins, on peut se demander pourquoi, malgré son succès au Québec, l'adoption de la structure cégep n'est pas envisagée par d'autres provinces. Mais évidemment, une partie de la réponse est informationnelle, c'est-à-dire que la recherche universitaire a commencé à en étudier sérieusement les effets à long terme seulement récemment. L'autre partie de la réponse, c'est politique. La mise en place d'une structure postsecondaire de type cégep dans les autres provinces exigerait évidemment que les commissions scolaires, les universités là-bas, acceptent de céder chacun une année d'études afin de créer le nouveau programme préuniversitaire de 2 ans qui deviendrait un préalable obligatoire pour l'admission à l'université. Vous comprendrez qu'un tel défi serait particulièrement difficile à relever sur le plan politique. Et donc, pour longtemps encore, la réforme québécoise va probablement demeurer le fruit d'un moment historique difficile à reproduire. Et d'ailleurs, dès la deuxième moitié des années 60, les présidents d'universités en Ontario sont massivement et fermement opposés à permettre
aux diplômés de Community College là-bas de passer à l'université. Donc, je me résume, pourquoi le cégep, en retournant la diapo numéro 2 là, au tout début? Premièrement, parce que c'est un accélérateur de scolarisation. Deuxièmement, il libère de la fatigue du secondaire plutôt qu'ailleurs, c'est 11 ans plutôt que 12, que c'est près de chez nous, ils sont partout au Québec, près de chez nous, c'est gratuit, que c'est le choix de mes amis, donc il y a un effet collectif qui s'est développé avec le temps. C'est un rite de passage naturel à la vie adulte. Il facilite le choix des options. C'est possible de changer en cours de route et c'est payant sur le marché du travail. C'est 20 000 pièces de plus avec un cégep dans tes poches par année pour l'ensemble de ta vie active, le cégep que le secondaire ou le professionnel. C'est une arme de combat efficace contre les inégalités sociales et son impact sur la vie communautaire et locale est majeur. Je finis ici en vous rappelant qu'à un moment donné, le comité jeunesse du Parti libéral du Québec avait dit, bien là, il faut abolir les cégeps, il faut faire comme le reste de l'Amérique du Nord. Et là, le premier ministre Couillard leur avait dit, mais écrasez-vous, la gang, là, les jeunes, ça va faire. Parce que je suppose qu'il a vu qu'à Saint-Félicien, le cégep de Saint-Félicien, où était son comté, avait un impact majeur sur la vie communautaire, éducative et économique locale et régionale. Et donc, il a dit à son comité jeunesse d'aller s'écraser, d'aller se faire cuire un œuf. Et donc, il reflétait évidemment l'opinion de la majorité de la population québécoise. Donc, je termine ici. Je m'excuse d'avoir pris un peu plus que 12 minutes 55, mais je suis toujours emporté par l'enthousiasme quand je fais cette présentation-là. Mm. Merci beaucoup, professeur Fortin. C'était vraiment fascinant, tellement intéressant. Puis, pas de souci. Je pense on pourra en parler encore très longtemps. Je vais donner la parole aux gens qui participent au départ. S'il y en a qui veulent réagir dans le chat ou la section questions-réponses ou encore lever votre main pour qu'on puisse vous donner la parole, poser une question et mettre un commentaire, je suis à l'affût. Je me demandais en OK. attendant, parce que moi, les En, cégeps, en vous rappelant de parler lentement, oui, parce que c'est bon, mon audition n'est pas parfaite. parfait. Je me demandais si c'était possible de faire les distinctions entre les programmes techniques puis les programmes généraux. Et je pose la question de moi-même qui ai fait un programme technique sur le fait qu'on ait pu permettre la création de programmes techniques qui, en seulement 3 ans après le secondaire, te permet d'accéder au marché du travail. Donc, dans la démocratisation, c'est pas juste une étape de plus avant d'aller à l'université, c'est un diplôme, une formation en Absolument. soi. Et donc, la propension, vous parliez là, dans votre conclusion sur la différence des cégeps sur le salaire à vie, le gain. Donc, la part de responsabilité ou le rôle que peuvent jouer les programmes techniques, je ne sais pas si une façon de regarder ça puis d'étudier ça. Oui. D'abord, le défi de la formation en technologie était perçu comme étant absolument crucial au début des années 60, dans la première moitié, et ça conduit au développement des community colleges dans le reste du Canada et également de la partie technique, la formation technique des 3 années au Cégep québécois. Donc, il y a une cause historique importante à ça. Et c'est resté dans le décor. Même s'il y a le secteur, le pré-U et le pré-universitaire, le pré-U, comme on l'appelle là-bas, dans les cégeps, est très important. Il se fait des passages entre les deux. Par exemple, moi, l'expérience que j'ai une maison à Rivière-du-Loup, une des compagnies les plus importantes au Québec et certainement la plus importante dans le Bas-Saint-Laurent, c'est Premier Tech, qui est une compagnie technologique qui fait toutes sortes de choses. Et donc, le Premier Tech est juste en face du cégep. Alors, les diplômés du technique qui sont dans le haut cégep de Rivière-du-Loup, ils savent qu'il y a un emploi pour le Oui. lendemain, soit à Premier Tech ou ailleurs. Et évidemment, il y a même des jeunes qui sont dans la filière préuniversitaire qui vont aller, par exemple, à l'ETS plus tard ou qui vont aller dans un programme technique, même
plus avancés à l'université, qui pensent Oui. à revenir dans le milieu. Donc, il y a un aspect, non seulement de la formation technique qui est très important, qui demeure très importante, mais aussi il y a eu un développement de programmes courts techniques aussi qui a répondu à une demande. L'important, il y a une chose très importante pour la technique, c'est que les cégeps techniques dans la partie, la filière technique sont souvent très connectés avec les entreprises locales. Ouais. Et donc, ils sont très réactifs à la demande de la part des entreprises, ce qui n'est pas autant le cas dans le milieu universitaire que dans le milieu collégial. Et en particulier, il existe dans les cégeps aussi les centres collégiaux de transfert technologique qu'on appelle les CCTT, qui amplifient la connexion entre le secteur technique et le milieu économique local. Bon, je suis un peu en conflit d'intérêts en vous parlant des CCTT parce que c'est mon épouse qui a lancé l'idée à l'intérieur de l'enseignement supérieur à Québec et qui a convaincu son ministre d'aller de l'avant avec ça. Et maintenant, les CCTT, le technique au cégep, c'est un pattern, un exemple qui est répandu maintenant à travers le Canada. Et ça Ouais. vient du Québec. C'est un peu comme les garderies chez nous. Là. Disons, le reste du Canada imite de plus en plus le Québec. Il ne faut évidemment pas le tirer trop fort parce que imiter le Québec dans le reste du Canada, ce n'est pas toujours vu de façon très positive. Ouais, oui, ben merci. Puis c'est vrai, c'est ça, les cégeps sont très proches de la communauté aussi, étant donné qu'il y en a plusieurs, sont plus nombreux. J'ai deux questions ici. La première, voyez-vous des différences selon la défavorisation, le revenu du ménage, la scolarité des parents ou encore selon le secondaire au public ou privé? Merci. Bon, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur cette question-là. Bon, la question qui se pose, c'est quel est parmi les variables qui influent sur la persévérance ou l'accès au cégep, bon, il y en a qu'on connaît bien, évidemment, la performance académique au niveau secondaire joue un rôle important, là, la note que tu peux avoir dans ton cours secondaire. Mais il y a aussi des variables démographiques et sociales qui jouent. Alors, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est l'éducation des parents qui joue un rôle plus important ou le niveau de revenu qui joue un rôle plus important? Oui. Alors, la manière de vérifier cette question-là, et ça a été fait par plusieurs chercheurs au Canada, dont Ross Finney de FIN-NIE, Oui. de l'Université d'Ottawa, qui est un ancien professeur à l'Université Laval et qui il a effectivement étudié cette question-là dans toutes les provinces canadiennes. Il y a aussi au Québec Richard Gay comme chercheur et des collègues à l'Université du Québec à Montréal qui ont étudié cette question-là. En général, la réponse, c'est quand tu mets les deux variables, revenus des parents et puis niveau d'éducation des parents, notamment de la mère, le niveau d'éducation des parents l'emporte nettement sur le niveau de revenu des parents. En d'autres mots, Ah, OK. si le revenu des parents est élevé, même si le niveau de scolarisation des parents est élevé, même si le niveau de revenu est relativement bas, la probabilité d'aller au cégep est nettement euh, forte et nettement plus forte que si le niveau de scolarité des parents est plus bas, même si le niveau de revenu des parents est élevé, si le niveau de scolarisation, leur niveau de scolarisation est plus bas, la probabilité pour le jeune d'aller au cégep est plus faible à ce moment-là. Puis qu'est-ce qu'il y en est pour le secondaire, le fait que le jeune ait été secondaire public versus privé? Euh, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas au courant. Mais il y a un livre qui a été écrit sur le succès au niveau collégial, la persévérance scolaire, puis le succès au niveau collégial par un chercheur qui s'appelle Richard Gay. Et il y a plusieurs collègues avec lui, là, mais je n'ai pas en mémoire tous ses collaborateurs qui OK. ont effectivement attaqué cette question-là.
Mais je ne me rappelle plus exactement quelle était la réponse, mais c'est assez nuancé. C'est OK. assez nuancé. OK. Bon, au moins, il y a une référence pour aller vérifier l'information. Une autre question. Vous avez parlé du modèle québécois difficilement applicable aux autres provinces canadiennes, notamment pour des raisons politiques. Croyez-vous, à l'inverse, qu'un jour, les cégeps, notamment la partie uniquement préuniversitaire, disparaîtront au profit de l'enseignement secondaire et universitaire? Et sinon, pourquoi? 80% de notre population est contre. C'est-à-dire que le pré-U, le pré-universitaire au cégep, c'est là pour durer parce que la grande majorité de la population croit que c'est le cas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, mon épouse, lorsqu'elle était à l'enseignement supérieur, avait visité l'Université du Québec à Rimouski. Puis dans un échange avec le président de l'Association des étudiants là-bas, il lui demandait, ben, tu viens d'où? Ben, il venait des îles de la Madeleine. Puis il était dans la section juridique du prix universitaire à l'université. Au cégep de Rimouski, pardon, c'était pas à l'université. Non, c'était à l'université, justement. Alors, elle lui a demandé, mais pourquoi tu n'es pas allé à Québec? Ben là, Québec, c'est loin, c'est une ville, c'est pas bien propre. Et puis, moi, je viens des îles de la Madeleine, j'aime un milieu plus rural, puis on est plus proche de la nature, etc. Le fait que l'accès à l'université passe par le cégep amène plus de jeunes à faire au moins cette étape-là. Le passage du secondaire à l'université, plutôt que d'être une marche très haute à grimper entre le secondaire et l'université, mais là, c'est deux marches, puis donc il y a deux marches, donc le passage est plus progressif. Et ça correspond mieux à la psychologie de l'adolescent telle que nous enseignait Jean Piaget, le grand psychologue suisse. Mais je m'excuse, je suis un économiste, là, mais disons que j'ai lu d'autres choses que purement de l'économique. Mais Piaget était enthousiaste quand on lui a parlé des cégeps. Et puis les parents, sachant que l'accès à l'université passe par le cégep et le cégep est proche de chez eux. Je veux dire, si vous êtes à Bécomo, là, je veux dire, aller à l'université, ça veut dire un déplacement important. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que les gens aiment le passage du cégep à l'université. Il n'y a pas juste les chercheurs universitaires qui disent que c'est une bonne chose. Il y a un appui populaire important à ça. Et les universitaires qui ont entrepris de dire, ben là, on se déconnecte du cégep, on veut rentrer dans le moule nord-américain parce que c'est qu'on a de l'air on a de l'air fou au cégep, on est des petits niaiseux en dehors de la coche. On est tout seul à avoir le pas en Amérique du Nord, donc abolition et cégep. Ce qui est justement, comme je disais tantôt, ce que la commission jeunesse du Parti libéral avait dit au docteur Couillard, il faut abolir des cégeps. Alors, le docteur Couillard leur a dit ce que la majorité des gens au Québec pensent. L'université en passant par le cégep, c'est une bonne chose. Et en plus de ça, le fait qu'on ait un prix universitaire au cégep, disons, bonifie énormément la vie culturelle régionale et la vie économique. On a des gens en sciences administratives d'un cégep qui ne sont pas seulement du côté technique, mais aussi du côté préuniversitaire, qui enrichissent la vie locale, qui aident les entreprises, etc. Bon, alors, bon, j'arrête d'en parler parce que je ne finirai plus tellement je suis Non, mais ça fait convaincu. partie de. Je suis convaincu que notre population est contre l'abolition des cégeps. Mm-hmm. Bon, Donc, ça fait partie des facteurs de. les sondages l'indiquent d'ailleurs. Oui, parfait, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous invite, s'il y a une dernière question que les gens aimeraient poser. Sinon, je pense qu'on peut conclure. C'était vraiment fascinant, M. Fortin. Je vous remercie beaucoup. On pourrait en parler longtemps. Là. Comme je disais, je suis allée à l'université et j'ai fait un programme technique et je tiens beaucoup au modèle québécois, donc c'était vraiment fascinant. Les résultats sont vraiment convaincants. C'est ça. Alors, moi, je conclurai en disant qu'il faut
toujours se rappeler que ce que fait le Québec, parfois est stupide, mais parfois on est mieux que les autres. Prenez les garderies qui veulent être généralisées à l'ensemble de l'Amérique du Nord. Là, j'ai des visites de groupes américains qui viennent. Je leur fais des présentations pour s'informer sur c'est quoi les avantages, les inconvénients de notre système. Bon, je suis bon vendeur parce que je leur dis où sont nos échecs, comme nos gains. Mais tout ce qu'on fait au Québec n'est pas nécessairement stupide quand c'est différent des autres. Il faut se rappeler que les gens qui innovent sont toujours mis de côté par beaucoup de gens parce que, justement, ils ne sont pas comme la moyenne. Prenez Galilée, par exemple, ce qui est arrivé en Italie. Le Vatican l'a quasi excommunié. Non, non, il ne faut pas se prendre pour Galilée, là. Mais quand même, le principe, c'est que les innovations sont toujours souvent rejetées par l'ensemble des gens qui se disent ben, ça ne se peut pas, ils font des choses différemment des autres, donc ça doit être mauvais. On pourra vous inviter pour venir nous parler des garderies plus tard, si vous le souhaitez. Ça me fera le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Je souhaite à tout le monde un bel après-midi. Et encore merci beaucoup, M. Fortin. Votre présentation sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Très honoré de l'invitation et aussi de la part de Natalia Michagina et Jimmy Royer, qui sont mes deux extraordinaires collaborateurs. Ça fait plaisir et bon après-midi.